Salut les pingouins, je suis super heureux de vous retrouver pour cette FAQ des 200 000 abonnés. Salut, moi c'est Kevin. Depuis plus de 3 ans, je cherche à devenir le plus autonome possible. La première étape, c'est l'autoconstruction de ma maison, mais en parallèle, j'expérimente de nombreux domaines pour apprendre à faire un maximum de choses par moi-même. Je partage avec vous mes astuces, mes galères et mes découvertes, des fondations de la maison, la fabrication de mes meubles, en passant par l'installation solaire et le potager. Alors abonne-toi si tu veux suivre cette folle aventure et bonne vidéo. Bon, déjà une question qui revient souvent, c'est comment j'en suis arrivé là, comment est-ce que j'en suis arrivé à autoconstruire ma maison tout seul et à partager ça sur YouTube. Alors j'ai déjà raconté, mais en fait, moi mon papa il a autoconstruit sa maison et donc depuis tout petit, moi le truc normal pour avoir une maison, c'est pas de l'acheter, c'est de la construire. Et petit à petit, en grandissant, eh bien, j'ai vu qu'il y avait d'autres avantages que juste faire comme mon père à autoconstruire une maison. Il y avait la partie budget évidemment. Ça permet de faire des économies et il y a aussi la partie liberté de faire comme on veut, de pas être imposé par des artisans qui disent moi je travaille qu'avec ces matériaux là donc je veux pas poser tel isolant, etc. Donc vraiment ça laisse beaucoup de liberté à tous les niveaux. Et puis il y a aussi un truc qui moi m'intéresse beaucoup, c'est qu'en fait ça me permet d'apprendre à faire les choses et maintenant que j'ai fait une partie d'électricité, que j'ai fait la plomberie, que j'ai fait la charpente, etc. J'ai fait plein de trucs et du coup j'ai des connaissances dans tous ces domaines et je suis capable aujourd'hui de me débrouiller sans souci pour la plupart des problèmes que j'ai. Je comprends comment ça marche, j'ai les bases dans plein de domaines et ça c'est vraiment génial et ça va me servir tout au long de ma vie en fait. Et il y a des gens qui se forment et qui payent des formations pour apprendre ça. Et moi en fait quand je fais le choix d'autoconstruire, en fait je m'auto-forme tout seul. Ça me coûte pas d'argent, ça me coûte du temps par contre parce que ça prend du temps, mais par contre ça, voilà, maintenant j'ai plein de connaissances et vraiment je trouve que c'est un truc important à avoir. Du coup il y a certaines personnes qui demandent si je me serais lancé s'il n'y avait pas eu le soutien de mon père, donc il y avait quand même pas mal de matériel et quand même d'expérience, donc même si au final sur le chantier il n'était pas si souvent là, sauf quand il y avait besoin d'être plusieurs pour des trucs lourds par exemple. Mais en tout cas, il y avait quand même son soutien moral, il y avait le fait que comme je savais que mon père l'avait fait, je savais que moi je pouvais le faire, enfin que c'était possible, j'avais un exemple concret de quelqu'un qui l'avait fait que je connaissais. En fait, moi je suis quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer dans des trucs qu'il connaît pas et de galérer et d'apprendre, c'est un truc que j'aime bien, au contraire d'apprendre des nouveaux domaines. Et je sais qu'il y a d'autres domaines où j'ai pas eu d'exemple, où j'avais pas mon père ou quelqu'un de ma famille qui avait déjà fait ça et où je me suis lancé. Par exemple YouTube, voilà, je connaissais personne qui avait fait de vidéo YouTube. Quand on a commencé la chaîne, on savait pas faire de montage, on savait pas parler à une caméra, on savait pas tout le matos pour filmer, comment ça se passait, etc. Donc tout ça on l'a appris et ça me dérange pas d'apprendre des trucs tout seul. Et donc je pense que même s'il n'y avait pas eu mon père pour me donner l'exemple d'autoconstruire sa maison, j'aurais quand même fini par autoconstruire ma maison, je pense. Et du coup une question un peu en lien qui revient souvent, c'est est-ce que tout le monde peut le faire? Est-ce que c'est possible pour tout le monde? Et alors mon avis sur la question c'est que je pense que tout le monde a les capacités physiques de le faire parce qu'au final construire une maison c'est pas non plus un truc physiquement surhumain en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir un talent comme je sais pas comme le dessin ou la peinture par exemple. Pour faire des trous, faut visser, ça demande un peu d'expérience mais en fait déjà sur du gros œuvre il n'y a pas besoin d'une précision qui est au millimètre. Donc voilà, même si on n'est pas ultra précis, en fait, on arrive quand même à faire du boulot sans souci. Et puis tout s'apprend relativement vite, après ça va dépendre des gens, mais voilà. Je trouve pas qu'il y ait de trucs qui soient ultra difficiles à maîtriser. Voilà, il n'y a pas une scie ou un outil où vraiment il faut en faire pendant des mois et des années avec des formations et des pros pour enfin arriver à s'en servir. Du coup, sur la partie technique, je pense que tout le monde est capable de le faire. Après, la question c'est est-ce qu'on est motivé parce que se forcer pendant un week-end pour bricoler un meuble ou pour repasser un coup de peinture dans une chambre, on peut se forcer, c'est pas un souci. Mais par contre, quand on construit sa maison, c'est forcément sur plusieurs années. Et du coup, se forcer tous les jours sur plusieurs années à faire un truc qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas de faire, là ça peut être compliqué et là on peut ne pas réussir cette partie-là. Et il y a aussi une autre partie qui est vraiment importante à prendre en compte, c'est la partie justement recherche et apprentissage. Parce que si on part de zéro, il y a vraiment un boulot énorme de trouver de l'information, faire le tri dans l'information parce que l'avantage d'Internet c'est qu'on va trouver beaucoup d'infos, mais par contre voilà, il y a un peu l'avis de tout le monde et il faut arriver à faire le tri entre toutes les solutions, entre tous les gens qui disent non, faut surtout pas faire ça et tous les gens qui disent faut absolument faire ça. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça occupe la tête en permanence en fait quand on prépare son projet et même quand on est dedans à faire des trucs en permanence on se dit comment est-ce qu'il faut que je fasse tel truc, est-ce que ça c'est une bonne idée, est-ce que ça c'est pas une bonne idée, donc il faut aller fouiller à droite à gauche. Et donc toutes les infos sont là, sont disponibles, la plupart sont gratuites en plus.
Maintenant, grâce aux chaînes YouTube, grâce à plein de sites, grâce à des fabricants qui publient des informations aussi, genre des notices techniques ou des choses comme ça, on va trouver les infos qu'il faut. On trouve aussi plein d'infos dans des livres. Et d'ailleurs, ça c'est une question aussi que j'ai souvent, c'est quel livre j'ai utilisé pour la construction de la maison. Alors déjà, il y a un article sur le blog où il y a quelques livres que j'ai utilisés et voilà, où je les présente rapidement. Et j'ai peut-être envie de faire un format sur la chaîne secondaire ou sur Instagram, je sais pas encore, où je présente un par un les livres en vous donnant mon avis à moi. À quoi est-ce qu'ils m'ont servi? Est-ce qu'ils m'ont été vraiment utiles? Est-ce que les infos qui étaient dedans, en fait, on les trouve ailleurs et ça sert à rien de l'acheter? N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et sous quel format ça vous intéresse. Il faut faire le tri, c'est ça qui peut être compliqué, même si ça se fait, mais en tout cas, c'est quand même une grosse charge mentale d'arriver à faire ça. Et sur le long terme aussi, ça peut être assez pesant. Et justement, le dernier truc pour moi qui fait que c'est peut-être pas fait pour tout le monde l'autoconstruction, même si tout le monde en est capable techniquement, c'est que c'est une grosse charge mentale sur super longtemps en fait, et il faut être capable de mettre sa vie de famille de côté, mettre sa vie sociale de côté, être prêt à penser 24 heures sur 24 pendant des années à son chantier et que ça soit un peu la priorité la plupart du temps, parce qu'après si c'est pas la priorité, si tu bricoles juste une fois de temps en temps quand t'en as envie, ta maison elle met 10 ans à être faite, voire plus. C'est plutôt cet aspect là pour moi qui fait que tout le monde serait peut-être pas prêt à sacrifier entre guillemets quelques années de sa vie pour pouvoir avoir sa maison. Et donc d'ailleurs toutes ces questions là je trouve qu'elles sont assez peu abordées, toute la partie recherche d'informations, comment préparer son budget, comment préparer son planning, comment faire face aux imprévus, comment se débrouiller quand on a un problème que personne n'a eu et qu'on ne sait pas comment faire. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais je suis en train d'écrire un livre sur toutes ces questions-là parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Et ça, c'est des trucs que j'aurais aimé savoir et avoir des conseils et des astuces dès que je préparais le projet, donc il y a même 5-6 ans, vraiment même avant de commencer la construction. On avait fait la chaîne YouTube parce que on trouvait que ça manquait un projet de A à Z de construction par des particuliers. Et là moi je trouve que ça manque un livre qui parle de toute la partie gestion, de motivation, de comment pas se retrouver noyé par toutes les informations, comment faire le tri dans toutes les infos, comment estimer le budget quand on part vraiment de zéro. Et voilà, et du coup c'est pour ça que en ce moment je travaille sur ce livre là, donc voilà, je vous en reparlerai. Il est encore loin d'être fini, mais je pense que c'est un sujet vraiment intéressant, c'est un sujet à prendre en compte au-delà de la partie vraiment technique pure de voilà, on apprend comment brancher l'électricité, comment faire la plomberie, comment faire du ciment, etc. Vraiment comment tout ce qui est autour au niveau gestion et organisation. Alors j'ai eu pas mal de questions aussi par rapport à la partie technique de la maison, notamment qu'est-ce que j'aurais refait de différent. Vraiment sur la partie construction, moi le truc qui m'a vraiment mis un gros coup moral et qui a ralenti beaucoup l'avancée des travaux, c'est toute la partie en hauteur, notamment parce que j'ai le vertige, et même pour quelqu'un qui n'a pas le vertige en fait, dès qu'on monte, il faut placer l'échafaudage, il faut le déplacer assez souvent pour faire le tour de la maison et pour accéder aux différents endroits, donc ça perd un temps fou, il faut monter et descendre à chaque fois. C'est pas évident de monter et descendre avec les outils, on n'a pas tout sous la main. Forcément, même si on n'a pas le vertige, on est toujours un peu moins à l'aise en hauteur. Il faut faire un peu plus attention parce que si on fait tomber la perceuse, si on est au sol, ça va, elle fait une chute d'1 mètre, c'est pas dramatique, mais si on a 7 mètres de haut et qu'elle tombe, elle est foutue, donc il faut être beaucoup plus attentif, et même pour la sécurité, pour pas mettre le pied à côté. Donc c'est beaucoup plus long le travail en hauteur, beaucoup plus fatigant mentalement, moi j'ai trouvé. Et même physiquement, parce que quand tu as la peur du vertige et que tu te tiens partout dès que tu fais un truc en hauteur parce que tu as peur, vraiment c'est beaucoup plus compliqué. Donc peut-être que si je refais un projet comme ça de construction, je me poserai la question de la hauteur. Même si au final, moi j'aime beaucoup l'agencement de la maison comme elle est faite, et le fait d'avoir un filet avec une mezzanine ouverte qui laisse passer la lumière, d'avoir un coin chambre qui est ouvert, mais en même temps, quand il y a des gens qui viennent chez moi, ils voient pas mon lit, ils voient pas ma petite partie intime, ils sont juste dans le salon et la cuisine, et du coup c'est vachement bien comme organisation, mais voilà, ça implique de faire une maison avec un étage et donc en hauteur. J'ai aussi pas mal de questions par rapport à la paille et voilà pourquoi j'avais pas construit en paille, si c'était les raisons. La raison principale, c'est qu'à l'époque, donc il y a 6-7 ans, vraiment quand on a commencé à préparer le projet, à se dire quelle méthode de construction on prend, etc., quels matériaux, on a vraiment trouvé très peu d'infos sur la paille et du coup on n'était pas rassuré et on a fait le choix à différents moments de la construction de se dire
il vaut mieux faire un truc peut-être un peu moins écolo, peut-être un peu plus cher, mais un truc qu'on est sûr de réussir et qu'on est sûr de maîtriser. Et la paille, clairement, on n'était pas sûr d'y arriver parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'infos, parce que c'est pas évident de trouver de la paille en fait en matière première, alors que de l'isolant en fibre de bois, bah voilà, tu passes commande sur internet ou même il y a des magasins maintenant qui le font en grande surface de bricolage. C'est pas les mêmes difficultés et ça c'est un truc qu'on a pris en compte dans tout le projet de la maison et je pense qu'il faut prendre en compte si vous avez un projet aussi. Quand on choisit des techniques de construction ou des matériaux, il faut quand même si on peut toujours apprendre, il y a des matériaux, des techniques qui sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre et il y a des techniques avec lesquelles on se sent plus ou moins à l'aise, soit parce qu'on a déjà eu l'expérience de travail avec, soit parce que juste il y a des matériaux, il y a des gens qui aiment moins, il y a des gens qui aiment plus. Moi par exemple, je trouve que le bois est super agréable à travailler parce que tu as le temps en fait, quand tu coupes un morceau de bois, il n'y a rien qui sèche, il n'y a pas un truc où il faut se dépêcher, alors que par exemple sur du carrelage, quand tu as préparé la colle, tu peux pas attendre 2 heures à dire je fais une pause maintenant ou je vais vérifier un truc sur internet quoi. Une fois que la colle est faite, il faut y aller, il faut pas trop traîner. Donc c'est pas la même pression et voilà, il y a des gens qui vont être plus à l'aise avec certaines techniques, donc ça c'est important à prendre en compte. Par contre la paille, moi je trouve que c'est un matériau vraiment génial et il y a de plus en plus d'informations dessus, il y a de plus en plus de gens qui montrent sur internet comment est-ce qu'ils ont fait, il commence à y avoir des normes et des choses vraiment un peu cadrées qui aident à se lancer là-dedans. Et du coup moi pour la construction de l'atelier que je veux faire, donc je veux faire un grand atelier pour mettre des machines à bois, des machines à métaux, etc. Et cet atelier j'aimerais bien le construire en paille porteuse, donc l'idée voilà c'est d'empiler des grosses bottes de paille et ensuite de faire un toit avec des grosses solives. Et c'est vachement bien parce que la plupart des matériaux du coup sont vraiment très écologiques, un impact très faible. Et après dessus on vient mettre un enduit à l'intérieur, à l'extérieur directement sur la paille. Et pour moi c'est super intéressant comme technique et je pense faire ça pour l'atelier. Donc voilà. Si ça vous intéresse, suivez la chaîne et d'ici quelques années, peut-être que vous verrez un projet comme ça. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur ma maison ne vaut rien, et que c'est la pire erreur de ma vie, où j'expliquais que quand on s'est séparé avec Salomé, donc il y a 1 an et demi je crois maintenant, on avait fait estimer la maison par des agents immobiliers parce qu'on ne savait pas exactement ce qu'on allait faire de la maison, si j'allais la garder, si Salomé allait la garder, si on allait la revendre et se partager l'argent. Donc voilà, donc on avait demandé à des agents immobiliers de venir. Il avait estimé un prix très faible autour de 35 000 €, alors que nous le terrain plus les matériaux ça nous a coûté autour de 80 000 €. C'est plus du tout une question de la vendre et c'est plus du tout dans les projets, mais il y a eu pas mal de questions par rapport à ça, par rapport à ce que les agents immobiliers ont dit. Est-ce que si c'était à refaire je ferais différemment pour que la maison ait plus de valeur? En fait je pense que non, même si par exemple si j'avais fait une chambre de plus, ça vaudrait un peu plus. Si j'avais fait une maison plus proche des 80 mètres carrés que des 32 mètres carrés au sol, c'est pareil, elle aurait eu plus de valeur. Mais en fait, déjà ça m'aurait coûté plus cher. Donc, et si je la revends pas, en fait, c'est de l'argent un peu perdu entre guillemets, même si une pièce en plus, ça m'aurait toujours servi. Mais voilà, si j'ai fait la maison sur ces plans-là, c'est que j'avais pas besoin d'une pièce en plus, d'une chambre en plus. Et du coup, moi, je trouve qu'une des raisons aussi d'autoconstruire, c'est de pouvoir faire vraiment sa maison comme on veut et des maisons qui sont relativement atypiques ou en tout cas qui sont assez particulières sur certains points. Et voilà, je sais que je trouverais pas une maison à l'achat en rénovation par exemple qui soit comme ça, qui soit aussi petite avec les ouvertures qui sont tout au sud, avec une petite salle de bain, parce que pour moi il n'y a pas besoin d'avoir une grande salle de bain, mais par contre j'ai envie d'avoir une grande cuisine, donc j'ai une cuisine immense par rapport à la taille de la maison. Et en fait si je veux que la maison ait de la valeur sur le marché immobilier quand je la revends, il faut que je fasse un peu une maison comme monsieur madame tout le monde, parce que c'est la maison qui est la plus recherchée. Mais en fait moi ça m'intéresse pas de faire de l'argent, et toujours quand on a fait ce projet là c'était pour avoir une maison qui correspond à ce que nous on avait envie, ce qu'on avait besoin, et sans se dire on avait quand même en tête que peut-être un jour on sera obligé de revendre. Mais en fait je trouve que c'est trop de contraintes de se plier un peu au marché immobilier, surtout qu'en fait là je revends, si j'avais revendu au moment de la séparation c'était au bout de 3-4 ans, donc il n'y avait pas beaucoup d'évolution sûrement par rapport aux attentes du marché. Mais si je la revends dans 20 ans, peut-être que dans 20 ans en fait ça sera au contraire les maisons comme ça qui seront recherchées, qui seront super économiques, qui seront petites, donc moins d'argent pour l'entretien, qui seront écologiques. Donc je trouve que prendre en considération le marché pour la revente hypothétique qui sera peut-être dans 10, 20, 30 ou 40 ans, c'est pas forcément une bonne idée. Mais après ça chacun fait comme il veut, et donc moi en tout cas c'est à refaire, ou si je me relancerai dans un autre projet, je pense que je repartirai sur la même philosophie de je fais une maison pour moi, et si mon but c'est de rester dans cette maison toute ma vie, et je la fais vraiment comme moi j'ai envie d'y vivre toute ma vie, et sans me demander est-ce que je vais perdre de l'argent quand je la revends, et si un jour je veux la revendre et que je perds de l'argent, tant pis. J'ai aussi beaucoup de questions sur l'avancement des travaux, pourquoi est-ce que ça met si longtemps, pourquoi est-ce que l'électricité est toujours pas faite, etc. Déjà il faut savoir que depuis que j'habite dans la maison, un peu plus d'1 an, où vraiment il y a la cuisine, il y a le parquet, il y a le canapé, donc vraiment pour moi c'est une maison.
même s'il reste des trucs à finir. Je suis plus du tout dans une optique de je travaille de 8h du matin jusqu'à 19h sur la maison et après je bosse sur les vidéos YouTube et après je bosse sur mes clients. Ça c'est ce qu'on faisait au début, on faisait des journées, enfin ouais, on se levait à 7h, je pense qu'on commençait à 8h, on finissait à 20h le soir la partie travaux. Et après, Salomé bossait sur les vidéos, moi je bossais pour les clients et on se couchait voilà, à minuit, 1h, 2h du matin et après on renchaînait à la maison. Ça c'est possible de le faire pendant un temps, c'est pas possible sur long terme. J'ai clairement beaucoup ralenti l'avancée des travaux. Bah déjà parce qu'au bout de 3 ans, il y avait quand même, enfin 3 ans et demi, il y avait un peu de saturation quand même, donc j'avais besoin aussi de faire une pause. Et là maintenant je vais vraiment à mon rythme, je passe aussi pas mal de temps sur le potager, donc forcément bah, c'est du temps que j'ai en moins pour les travaux. Et puis voilà, après moi j'ai plein de trucs dans ma vie perso dont je parle pas sur, sur les réseaux et que je fais à titre perso qui me prennent du temps et du coup bah c'est... Moi en ce moment dans ma vie j'ai envie de passer du temps sur ces trucs là plutôt que d'avancer à fond les travaux et d'être que là-dessus. Et puis aussi il y a la question de l'argent parce que bah, donc j'ai racheté la part de Salomé de la maison et du coup bah, en fait moi j'ai plus d'argent d'avance et donc bah, j'ai quand même de l'argent pour vivre tout ça, il y a pas de souci, mais pour faire des gros projets comme la terrasse, pour des projets comme l'atelier, des choses comme ça, bah, clairement j'ai pas l'argent à sortir tout de suite et pouvoir me lancer là-dedans, donc c'est pour ça aussi que je me presse pas de finir certains travaux parce que je sais que de toute façon je pourrais pas enchaîner sur ce que j'ai envie de faire par la suite parce qu'il faut que j'attende de mettre quand même de l'argent de côté pour pouvoir faire ces trucs là. Au début j'étais parti sur une terrasse juste couverte et en fait je me dis de plus en plus que ce serait peut-être bien de faire une terrasse véranda un peu fermée pour avoir un endroit où je peux faire des semis, pour avoir un endroit à l'abri qui m'étend un peu la maison, je sais pas, par exemple si je veux faire sécher du linge ou des trucs comme ça. Donc voilà, j'y réfléchis et ça c'est pareil, du coup je me précipite pas à me dire il faut que je fasse tout de suite la terrasse. Parce qu'en fait bah, ça évolue dans ma tête et ce que j'avais en tête il y a 1 ou 2 ans pour la terrasse, je me rends compte que c'est peut-être plus ce que j'ai besoin maintenant, donc je préfère prendre le temps et quand je serai sûr de ce que je veux, de ce que j'ai besoin, que j'ai l'argent de côté, que j'ai la motivation pour le relancer dans ces trucs là, je le ferai à ce moment là. Et j'ai vraiment envie que ça soit 100% plaisir en fait tous les travaux que je fais maintenant et qu'il y ait plus ce truc de bah, je me force parce qu'il faut avancer, parce que bah, j'ai pas de douche et j'ai besoin d'une douche. Et aussi ce que je fais de plus en plus du coup bah, depuis 1 an et demi que j'ai un petit peu plus de temps et que je relâche un peu la pression sur les travaux de la maison. Je teste plein de trucs, je crois que c'est dans le prochain vlog ça, j'ai fait des tests pour extraire du gaz de bois que je vais couper dans la forêt, j'extrais le gaz et ensuite ce gaz là en fait on peut le stocker et s'en servir par exemple pour cuisiner. Donc ça c'est aussi des trucs qui me prennent du temps, qui avancent petit à petit et qui sont pas essentiels on va dire mais qui sont super intéressants à faire je trouve. J'ai eu pas mal de questions aussi sur comment je voyais ma vie dans 5 ans, où est-ce que je me projetais. Bah déjà j'espère que l'électricité sera finie dans 5 ans. Juste avancer l'autonomie, donc que ce soit panneaux solaires, récupération de pluie, le potager de plus en plus, pouvoir me nourrir du potager, même si ça avance vraiment bien, j'en avais parlé dans le dernier bilan autonomie, j'arrive vraiment maintenant à me nourrir en grande quantité quand même grâce à mon potager, donc ça c'est super intéressant et je veux continuer de développer ça, continuer de faire des recherches on va dire voilà sur les roquettes stove, faire des tests avec ça, faire des tests d'un four en céramique etc. Il y a plein de trucs à tester voilà pour être plus autonome, pour trouver des méthodes alternatives pour réparer soi-même les choses et tout ça. Et au niveau des animaux c'est une question qui revient souvent aussi. Moi je prévois d'avoir des poules. Je trouve que les poules c'est un bon rapport coût, donc soit si on achète les graines pour les nourrir, soit niveau temps pour faire pousser les graines et les nourrir. Moi c'est mon objectif en fait, hein. C'est pas d'aller acheter des graines et de les nourrir, c'est de faire pousser des trucs pour qu'elles mangent. Avec 3-4 poules c'est jouable d'être en autonomie avec elles on va dire. Donc ça me paraît assez intéressant d'avoir des poules pour l'autonomie. Et par contre d'autres animaux comme des moutons ou des vaches, pour moi c'est trop de boulot. Un mouton bah, si je le mange oui ça va m'apporter de la nourriture, mais en fait j'aurais donné 10-15 fois plus de nourriture sous forme de céréales ou de choses comme ça. Ça me demande plus d'espace aussi, je suis pas sûr que voilà si j'avais 2 moutons sur le terrain ils aient assez d'herbe pour être bien, donc ça veut dire voilà, faire pousser plein de céréales à côté, voire en acheter, voire devoir louer des terrains à droite à gauche pour que ça reste cette place. Donc clairement à part les poules je pense pas que j'aurai d'autres animaux. Ah si peut-être un chien, j'aimerais bien avoir un chien mais bon voilà ça c'est pas pour le manger et ça n'a rien à voir avec l'autonomie. Et j'ai toujours mon petit lapin. Au niveau de YouTube et de ce que je partage et de mon activité professionnelle, super intéressant je trouve de prendre des sujets, de les décortiquer puis d'essayer de les rendre accessible en vidéo. Puis ouais j'aime bien tous les aspects de la vidéo, que ce soit préparer la vidéo, que ce soit la tourner, la filmer, c'est de trouver des trucs sympas. J'ai commencé depuis quelques mois à faire des nouveaux formats. Puis il y a des formats moi où vraiment c'est un peu plus comment dire, un peu plus préparé. Par exemple les vidéos moi que j'appelle vulgarisation, donc pendant 3-4 jours je vais me plonger à fond sur le sujet, lire des bouquins dessus, des fiches techniques, vraiment aller très loin pour comprendre un maximum de trucs.
Après, je prépare une vidéo en essayant de choisir qu'est-ce qui est intéressant à dire, qu'est-ce qui est pas intéressant, qu'est-ce qui est trop technique. Après, à trouver des petites, soit des schémas, soit des petites maquettes à faire. Et à l'inverse, il y a le format vlog où là, c'est un peu moins informatif, on va dire, que les vidéos travaux de la maison. Parce que c'est des sujets que j'ai peut-être moins travaillé, mais j'expérimente, je fais des tests. Je trouve que c'est intéressant de montrer le processus, comment je pars. Donc je me suis renseigné, j'ai fait des tests, je vois ce qui marche pas. Du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que j'essaye de mettre en place? Et puis voir au fil des mois et des années, est-ce que par rapport à mon idée de départ, où est-ce que j'arrive à faire ce que j'avais envie. Et puis continuer le format quand même construction, quand je vais faire l'atelier, quand je vais faire la terrasse, quand je vais faire le poulailler et tout ça. C'est important pour moi de garder une partie de mon activité en tant que développeur. YouTube, ça reste très précaire. Et donc j'aimerais dans les années à venir qu'il y ait aussi justement la partie un peu plus manuelle qui se développe, et peut-être que ça soit voilà, les 3 trucs. Je fais un peu de vidéo YouTube, je fais un peu de développement informatique et je fais un peu de trucs manuels. Moi, je m'épanouis vraiment dans la diversité et genre faire tout le temps le même truc, ça me saoule en fait, assez rapidement. T'apprends des trucs dans un projet qui va te servir dans un autre projet et voilà, je trouve ça super intéressant et super motivant. Bon, une question aussi que j'ai très souvent, pour ceux qui n'ont pas suivi du tout l'histoire, on n'est plus ensemble avec Salomé, on s'est séparés depuis 1 an et demi, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus que moi dans la maison et sur les vidéos. En tout cas, on travaille super bien ensemble, donc on a décidé, même si on ne veut plus être en couple ensemble, qu'on peut très bien continuer de travailler ensemble et ça marche super bien. Et d'ailleurs, c'est probablement elle qui va faire le montage de cette vidéo FAQ, donc voilà, elle continue d'être super investie dans la chaîne, et aussi bien au niveau montage, que me donner des conseils sur les sujets, elle s'occupe aussi de faire une partie des vignettes et des titres. Mais en tout cas, je parle de ces trucs là parce que c'est quand même intéressant quand on a un couple et qu'on se lance là-dedans de se dire en fait, quoi qu'il arrive, même si quand on se lance là-dedans on se dit pas qu'on va se séparer, ça reste quand même une possibilité. Et c'est important de le prendre en compte, la partie si on se sépare et la partie s'il y a un des deux aussi qui meurt pendant la construction ou après la construction. Même si c'est pas super gai, je pense que c'est important d'en parler et d'avoir ça en tête pour pas être complètement perdu, démuni, qu'il n'y en ait pas un qui se fasse arnaquer si jamais ça se passe mal malheureusement. Moi j'ai la chance avec Salomé, ça se passe super bien, donc on arrive à se mettre d'accord sur les choses. Mais voilà, si jamais ça se passe mal, comment qu'on règle les trucs et d'avoir ça en tête dès le début du projet. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Encore un grand merci pour votre présence et pour votre soutien depuis des années et qui ont fait qu'aujourd'hui, voilà, on est 200 000 pingouins et moi je trouve ça incroyable. Et c'est chouette d'avoir des gens qui soutiennent financièrement la chaîne parce qu'ils trouvent que c'est du bon contenu, qu'ils ont envie d'en voir encore. Donc encore une fois, merci beaucoup à vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo un peu plus classique. En attendant, je vous dis à bientôt les pingouins!